père ne deviendrait pas assez considérable pour qu'il les ramenât dans la grande ville, lieu de leur naissance, il en aurait du moins assez pour les faire vivre dans une autre ville moins florissante. Elles espéraient y trouver bonne compagnie, y faire des amants, profiter du premier établissement qu'on leur proposerait. Ne pensant déjà presque plus aux peines que depuis 2 ans elles venaient d'essuyer, se croyant même déjà, comme par miracle, transportées d'une fortune médiocre dans le sein d'une agréable abondance, elles osèrent, car la solitude ne leur avait pas fait perdre le goût du luxe et de la vanité, accabler leur père de folles commissions. Il était chargé de faire pour elles des emplettes en bijoux, en parures, en coiffures. À l'envi l'une de l'autre, c'était à qui demanderait davantage, mais le produit de la prétendue fortune du père n'aurait pu suffire à les satisfaire. La belle, que l'ambition ne tyrannisait pas et qui n'agissait jamais que par prudence, jugea d'un coup d'œil que, s'il remplissait les mémoires de ses sœurs, le sien serait très inutile. Mais le père, surpris de son silence, lui dit « Et toi, la belle ?» en interrompant ses filles insatiables. « N'as-tu point envie de quelque chose? Que t'apporterai-je? Que souhaites-tu? Parle hardiment. »« Mon cher papa, » lui répondit cette aimable fille en l'embrassant tendrement, « je désire une chose plus précieuse que tous les ajustements que mes sœurs vous demandent. J'y borne mes vœux. Trop heureux s'ils sont remplis, c'est le bonheur de vous voir de retour en parfaite santé. » Cette réponse, si bien marquée au coin du désintéressement, couvrit les autres de honte et de confusion. Elles en furent si courroucées qu'une d'entre elles, répondant pour toutes, dit avec aigreur: « Cette petite fait l'importante et s'imagine qu'elle se distinguera par cette affection héroïque. Assurément, rien n'est plus ridicule. » Mais le père, attendri de ses sentiments, ne put s'empêcher d'en marquer sa joie. Touché même des vœux auxquels cette fille se bornait, il voulut qu'elle demandât quelque chose, et pour adoucir ses autres filles indisposées contre elle, il lui remontra que pareille insensibilité sur la parure ne convenait pas à son âge, qu'il y avait un temps pour tout. Eh bien, mon cher père, lui dit-elle, puisque vous me l'ordonnez, je vous supplie de m'apporter une rose. J'aime cette fleur avec passion. Depuis que je suis dans cette solitude, je n'ai pas eu la satisfaction d'en voir une seule. C'était obéir et vouloir en même temps qu'il ne fit aucune dépense pour elle. Cependant, le jour vint qu'il fallait que ce bon vieillard s'arrachât des bras de sa nombreuse famille. Le plus promptement qu'il put, il se rendit dans la grande ville où l'apparence d'une nouvelle fortune le rappelait. Il n'y trouva pas les avantages qu'il pouvait espérer. Son vaisseau véritablement était arrivé, mais ses associés, qui le croyaient mort, s'en étaient emparés, et tous les effets avaient été dispersés. Ainsi, loin d'entrer dans la pleine et paisible possession de ce qui lui pouvait appartenir, pour soutenir ses droits, il lui fallut essuyer toutes les chicanes imaginables. Il les surmonta, mais après plus de 6 mois de peine et de dépenses, il ne fut pas plus riche qu'auparavant. Ses débiteurs étaient devenus insolvables, et à peine fut-il remboursé des frais. C'est où se termina cette richesse chimérique. Pour comble de désagréments, afin de ne pas hâter sa ruine, il fut obligé de partir dans la saison la plus incommode et le temps le plus effroyable. Exposé sur la route à toutes les injures de l'air, il faillit périr de fatigue. Mais quand il se vit à quelques lieues de sa maison, de laquelle il ne comptait pas sortir pour courir après de folles espérances, que la belle avait eu raison de mépriser, les forces lui revinrent. Il lui fallait plusieurs heures pour traverser la forêt. Il était tard. Cependant, il voulut continuer sa route. Mais surpris par la nuit, pénétré du froid le plus piquant, et enseveli, pour ainsi dire, sous la neige avec son cheval, ne sachant enfin où porter ses pas, il crut toucher à sa dernière heure. Nulle cabane sur sa route, quoique la forêt en fût remplie. Un arbre creusé par la pourriture fut tout ce qu'il trouva de meilleur, trop heureux encore d'avoir pu s'y cacher. Cet arbre, en le garantissant du froid, lui sauva la vie, et le cheval, peu loin de son maître, aperçut un antre creux où, conduit par l'instinct, il se mit à l'abri.
La nuit en cet état lui parut d'une longueur extrême, de plus persécuté par la faim, effrayé par les hurlements des bêtes sauvages qui passaient sans cesse à ses côtés, pouvait-il être un instant tranquille? Ses peines et ses inquiétudes ne finirent pas avec la nuit. Il n'eut que le plaisir de voir le jour, et son embarras fut grand. En voyant la terre extraordinairement couverte de neige, quel chemin pouvait-il prendre? Aucun sentier ne s'offrait à ses yeux. Ce ne fut qu'après une longue fatigue et des chutes fréquentes qu'il put trouver une espèce de route dans laquelle il marcha plus aisément. En avançant sans le savoir, le hasard conduisit ses pas dans l'avenue d'un très beau château que la neige avait paru respecter. Elle était composée de 4 rangs d'orangers d'une extrême hauteur, chargés de fleurs et de fruits. On y voyait des statues placées sans ordre ni symétrie, les unes étaient dans le chemin, les autres entre les arbres, toutes d'une matière inconnue, de grandeur et de couleur humaine, en différentes attitudes et sous divers ajustements, dont le plus grand nombre représentaient des guerriers. Arrivé jusque devant la première cour, il y vit encore une infinité d'autres statues. Le froid qu'il soufflait ne lui permit pas de les considérer. Un escalier d'agate à rampe d'or ciselée d'abord s'offrit à sa vue. Il traversa plusieurs chambres magnifiquement meublées. Une chaleur douce qu'il y respira le remit de ses fatigues. Il avait besoin de quelque nourriture. À qui s'adresser? Ce vaste et magnifique édifice ne paraissait être habité que par des statues. Un silence profond y régnait, et cependant il n'avait point l'air de quelque vieux palais qu'on eût abandonné. Les salles, les chambres, les galeries, tout était ouvert, nul être vivant ne paraissait dans un si charmant lieu. Las de parcourir les appartements de cette vaste demeure, il s'arrêta dans un salon où l'on avait fait un grand feu. Présumant qu'il était préparé pour quelqu'un qui ne tarderait pas à paraître, il s'approcha de la cheminée pour se chauffer, mais personne ne vint. Assis en attendant sur un sofa placé près du feu, un doux sommeil lui ferma les paupières et le mit hors d'état d'observer si quelqu'un ne le viendrait point surprendre. La fatigue avait causé son repos, la faim l'interrompit. Depuis plus de 24 heures il en était tourmenté. L'exercice même qu'il venait de faire depuis qu'il était dans ce palais augmentait encore ses besoins. À son réveil il fut agréablement surpris de voir en ouvrant les yeux une table délicatement servie. Un léger repas ne pouvait le contenter, et les mets somptueusement apprêtés l'invitaient à manger de tout. Fin de la première partie, lue par Ezoa, en Belgique, en avril 2009.